a mis au monde un petit garçon qui s'appelait Roger Lallemand. Roger, tout au long de sa vie, a publié de très nombreux textes, de très nombreuses tribunes, reflets de ses combats, de ses conférences, de ses prises de position, la laïcité, l'euthanasie, l'intervention volontaire de grossesse, que de nombreux esprits chagrins remettent actuellement en cause. Mais il n'a jamais publié qu'un seul livre. Il a publié chez Didier Devilliers, éditeur, à Bruxelles, sous le titre « Le songe du politique ». Et il se fait que sous la couverture, Roger est accompagné d'Alain Badiou, tandis que le préfacier de ce livre n'est autre que Régis Debray. Alors on aimerait bien, si vous voulez bien, que cette rencontre soit placée, soit dédiée à la mémoire de Roger Lallemand. Merci. Alors, Bilan de faillite, c'est donc un livre. Je te remercie, Jean-Paul, d'avoir mentionné celui qui a eu le courage d'aller me défendre en Bolivie en 1967, envoyé par Jean-Paul Sartre, qui était un ami pour lui, et aussi pour moi. Et c'est toujours avec émotion que je pense à cet homme discret, mais qui a toujours lié la politique à l'histoire et à la pensée. Cela sans chichi et avec beaucoup de courage. Donc je te remercie d'avoir fait l'allusion. Si il était toujours de ce monde, je pense que c'est lui qui serait à ma place. Bilan de faillite, donc, c'est un livre publié chez Gallimard au printemps, dont sans doute la plupart de vous, mesdames et messieurs, connaissez déjà le thème. Antoine, le fils d'Isabelle et Régis, doit choisir ses études supérieures et il a le choix entre la filière littéraire et la filière scientifique. Et son père s'adresse à lui en lui disant qu'il souhaite vivement qu'il choisisse plutôt la filière scientifique. Il ne fait pas comme toi, comme moi en l'occurrence, et choisit plutôt les mots en hic que les mots en isme. Les mots en isme, c'est évidemment marxisme, maoïsme et tous les autres truismes idéologiques. Et les mots en hic, c'est technique, scientifique, robotique, informatique, etc. Mais chez Régis, politique, c'est aussi un mot en hic, non? Oui, mais qui a changé de nature. Je dirais que la politique était jadis l'exercice d'une volonté. César prenait des décisions, franchissait le Rubicon, Richelieu aussi, Napoléon. Et aujourd'hui, je crois que la politique n'est plus le lieu d'une volonté ou d'un grand dessein. Napoléon disait aujourd'hui la tragédie, c'est la politique. Elle est devenue une comédie. D'abord, elle consiste surtout à passer entre les gouttes, à s'accrocher au mouvement d'opinion, donc au sondage. Je dirais qu'un homme d'État est celui qui n'obéit pas à l'opinion, de même qu'un citoyen est celui qui n'obéit pas à la consigne, mais que dans une démocratie d'opinion, à 51%, l'exercice d'une volonté, même la traduction d'une volonté générale en acte, est devenu difficile. Alors on a des psychodrames. Disons que les races mettent une casquette de capitaine, si tu veux, pour faire semblant de diriger le navire, mais en fait, ils ne dirigent plus rien. Alors, on ne peut pas le reprocher, on ne peut pas en faire le reproche aux politiques, tel est l'air du temps. L'air du temps, c'est la primauté d'homo economicus, c'est-à-dire la primauté de l'instance économique. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que chez nous, en France, ce sont les ministres des Finances qui deviennent président de la République, en tout cas depuis Giscard d'Estaing. C'est aussi, je dirais, la multiplicité des acteurs, où l'État est parfois en minorité par rapport aux communautés, aux mouvances, aux lobbies, aux communautés religieuses. Et donc,
disons, le monde est devenu très petit. Valéry le disait déjà, on ne peut plus rien faire qu'il se répercute un peu partout, dans le monde entier. On ne peut plus rien faire que le monde entier ne s'en mêle, et donc, réflexe de prudence, on ne fait plus grand-chose. Donc, on cache cette impuissance. Les politiques en général cachent cette impuissance. Je dirais d'abord par la mise en scène de tromperies efficaces, enfin momentanément efficaces, et de plus en plus brièvement efficaces. Dans le domaine extérieur, par un moralisme un peu sommaire, un peu infantile, n'est-ce pas? Les bons contre les méchants, les bons démocrates contre les méchants dictateurs. En sorte, pour moi, la politique aujourd'hui, ça consiste à gérer les émotions collectives. Et les émotions collectives, elles ne viennent plus de la pensée, elles viennent de l'image. Et donc, je trouve que ce n'est pas une profession très intéressante. Mon ami Julien Gracq, un jour que je lui parlais de résultats électoraux, me disait, mon cher Debray, la politique, du point de vue de l'esprit, ce n'est plus sérieux. Voilà. Alors, je sais que ça vous choque un peu, parce que moi-même, ça me choque beaucoup. Hein. Je veux dire, j'ai été un peu, au départ, scandalisé, puis j'avoue que je m'y suis fait en me retirant progressivement de l'arène, si je puis dire. Contrairement à vous, je n'ai pas toujours votre courage, mon cher Jean-Paul. Bien. Donc, on est quand même déjà... Non, bien, plutôt mal. Enfin, c'est comme ça. Bien fixé. Antoine a choisi la filière scientifique et son papa est content. Cela dit, on va rester évidemment sur son explication. Pourquoi ne voulait-il pas, ou ne souhaitait-il pas que son fils gardât la même vue, ou en tout cas le même itinéraire que lui? Faillite, c'est quand même un mot très dur. C'est quand même un mot qui est plus fort que échec ou déception. Jusqu'où peut-on mesurer l'état de faillite? Il y a la promesse de l'histoire, celle de 1789 d'abord. Oui, je rappelle qu'en 2016, le livre qui s'est le plus vendu, à la suite évidemment de la sensibilisation par les attentats de Paris, c'est le traité sur la tolérance de Voltaire. Ce n'est plus la Bible, ce n'est plus Les Misérables. Je rappelle quand même que le contrat social de Jean-Jacques Rousseau est souvent cité en référence. 29 mars, autre référence, 29 mars 2018, sur France Inter, la politique a coupé des ponts avec la pensée. Les fruits n'ont pas dépassé la portée et la promesse des fleurs. C'est un très beau texte poétique. Je vais y revenir sur le plan poétique, mais là, nous sommes effectivement davantage dans une faillite de la pensée que dans une faillite du politique. Moi, je crois qu'il faut d'abord parler de la faillite de l'intellectuel, qui me fait dire que je ne suis plus un intellectuel ou un intellectuel raté. Mais j'ai des excuses tout de même, j'ai des circonstances atténuantes. D'abord parce que, comme vous l'avez dit, la politique s'est coupée des pensées à long terme et du temps long, elle s'est, pour aller vite, coupée de l'histoire. Mais je crois que vous avez pensé un jour qu'il n'y a pas de politique qui n'est un projet intellectuel. Moi, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas d'intellectuel qui n'est pas un projet politique. Et le propre de l'intellectuel, c'est précisément l'entrée de l'écrivain, ou éventuellement de l'artiste, dans le champ politique. Ça se passe à peu près au XVIIIe siècle, ça se développe au XIXe. Autrement dit, qu'est-ce que c'est qu'un intellectuel? C'est un homme qui a un projet d'influence. Un poète n'a pas de projet d'influence, un romancier n'a pas de projet d'influence. Et quand un romancier comme cela publie en première page de l'Aurore une adresse au président de la République, il rentre dans l'espace public. Et le propre de l'intellectuel, c'est donc de rendre public ses opinions privées sur le cours des choses. Et pour ça, il faut des moyens de publication. Or, il y a une histoire des moyens de publication. Les moyens de publication, les moyens de divulgation, ils ont changé avec l'audiovisuel.
Et un électeur aujourd'hui, c'est plus un lecteur, c'est un spectateur ou un auditeur. Donc voilà ce qui fait qu'on peut être amené à penser malheureusement qu'aujourd'hui un texte écrit n'est plus à même de changer le cours des choses. Or l'idée de l'intellectuel, c'était qu'on pouvait agir sur l'événement par des exercices d'intelligence critique, sur des feuilles imprimées, reliées, brochées, vendues dans les bonnes librairies, et que cela pouvait donc répondre à l'injonction de Karl Marx. Il ne s'agit plus d'interpréter, mais de transformer le monde. Or, je constate qu'aujourd'hui, la transformation du monde ne passe plus par le livre. Alors, j'ai remarqué qu'en France, les bibliothèques ne sont plus appelées, ne sont plus des lieux du livre, ce sont des lieux du vivre. C'est-à-dire des lieux de rencontre où l'essentiel n'est pas le savoir accumulé ou même la consultation des livres. L'essentiel, c'est l'échange, le lieu de rendez-vous, le lieu de la connexion. Donc plutôt, je dirais, quelque chose qui regarde la sociologie plus que la politique ou le savoir. Donc voilà, ça c'est, je crois, si tu veux, Jean-Paul, que au fond, la politique, c'est une invention assez récente, hein, c'est au XVIIIe siècle, à peu près à la fin du XVIIIe, quand aux États généraux, il y a une gauche, une droite, et quand on se bat pour des idées, et non pas pour des dynasties, et non pas pour des territoires, on se bat pour des idées. Mais aujourd'hui, je crois que les idées ont perdu, malheureusement, leur capacité de mobilisation, ou plutôt elles passent par autre chose, par d'autres vecteurs, par d'autres médiums que l'imprimé. Et au fond, les hommes de l'imprimé, c'était les piliers des Lumières, les épaules plébéiennes des Lumières, comme disait Hegel. Donc voilà, simplement, j'ai constaté que je n'étais plus compétitif et que je me suis rendu compte à partir d'un certain moment que, si tu me passes l'expression, je pissais dans un violon. C'est-à-dire que moi qui me soucie de l'efficacité du symbolique, c'est-à-dire des effets de ce qu'on dit ou de ce qu'on écrit, j'ai constaté qu'il n'y avait pas d'effet. Voilà. Bon, c'est une page de l'histoire qui se referme et qui a en quelque sorte opéré une sorte de transfert vers d'autres sphères comme le cinéma, la musique, et là on vient d'entendre quelque chose qui nous bouleverse, parce qu'ils nous font penser au visage de Jeanne Moreau, au film de Louis Malle, et à cette atmosphère un peu rêveuse et très trouble de la trompette bouchée, je vous en remercie, car au fond la musique c'est ce qui nous touche au corps. C'est un domaine beaucoup plus profond que le domaine du mot, et pour moi la musique commence là où la parole est finie, si vous voulez. C'est-à-dire j'ai toujours du mal à parler de la musique, parce que la musique c'est vraiment ce dont on va parler, ce qu'on ressent, ce qu'on ressent, et ce qui est en quelque sorte au-delà des mots. Quand j'écoutais Wagner hier avec la très belle mise en scène de Badiou, je pensais à ce mot de Valérie, Wagner m'écrabouille. Wagner m'écrabouille. D'abord, ça fait du bruit, bien sûr, mais aussi parce qu'il avait même dit, en écoutant la préface le prélude de Lohengrin, écouter cette musique m'a amené à ne plus écrire. Bon, heureusement, il a continué. Enfin, voilà, donc, je dis, pour parler de cette faillite que vous évoquez, elle est d'ordre non pas existentiel, ou plutôt elle a un fondement technologique. C'est-à-dire que la pensée ne passe plus comme elle l'a fait à partir de Gutenberg, en passant par le siècle des Lumières. En tout cas, la pensée active, la pensée transformatrice, la pensée mobilisatrice a d'autres vecteurs aujourd'hui que la page gribouillée ou la page imprimée. On est tous au courant de la division par 3 du nombre des grands lecteurs. On est tous au courant du fait qu'un ministre est branché du matin au soir sur BFM TV
et que les politiques ont un vocabulaire de plus en plus pauvre, mais ils travaillent leur image plus que le lexique, n'est-ce pas? Et ils ont raison d'ailleurs, parce que c'est par l'image que ça se passe. Voilà. Donc, c'est un bilan objectif, hein, d'ordre historique, je ne m'en plains pas. C'est la fin d'un monde, c'est pas la fin du monde. Puisque Didier Plateau évoquait tout à l'heure le côté malicieux, et que tu as reparlé du violon, la dernière fois tu m'en avais parlé, c'était le violoncelle. Je vais commencer par faire un petit aparté concernant Julien Gracq. Je n'ai pas le don musical, j'ai été payé pour connaître la valeur des cartes de géographie et ce que coûte l'emprise des choses vagues sur les cerveaux. À chaque fois que j'entendais à la radio le grand violoniste Yehudi Menuhin disserter sur l'état du monde entre deux coups d'archet, je me rappelais la vie de Julien Gracq concernant prophétisme nuageux et optimiste, effusion de la belle âme, rêve humanitaire et conciliateur. Je voudrais revenir alors à la notion intellectuelle. Non, mais c'est vrai qu'il y a une utopie musicale. Oui. La réconciliation par la beauté musicale, ça ne marche pas. En tout cas, ça émeut et c'est déjà beaucoup. L'intellectuel, je pense qu'il y a effectivement une véritable cohérence dans cette réflexion, et d'ailleurs, je la note dans le pouvoir intellectuel en France, 1979 déjà, une ambition politique est intellectuelle ou n'est pas, disais-tu, ce que tu confirmes aujourd'hui. La définition d'intellectuel, dans le scribe, l'intellectuel ne désigne pas l'homme qui pense le monde, mais l'homme qui transmet aux autres hommes ce qu'il pense du monde. Le scribe, jeunesse du politique, 1980. Alors restons encore un tout petit instant sur le côté malicieux. De Un Candide à sa fenêtre, dégagement 2, édition 2015, Gallimard. Dans les archives de la Commission française de l'occupation de la Ruhr, en 1923, on a trouvé une fiche de police sur Hitler Adolphe avec ces mots, seulement dangereux sur le plan intellectuel. Et tu ajoutes, ces messieurs de la sûreté n'avaient aucune idée de ce qu'est un intellectuel. Ben oui, un intellectuel, d'abord c'est un ambitieux. Il y a un mot de Bernanos auquel je pense parfois, s'agissant des intellectuels, lorsqu'il dit l'intellectuel s'est montré si souvent un imbécile qu'il doit être tenu pour tel jusqu'à ce qu'il nous ait prouvé le contraire. Pourquoi un imbécile? Parce qu'il souvent il chevauche des chimères, où il profère des idées vagues sans bien réfléchir à leurs conséquences. Mais en tout cas, c'est vrai que le cœur du métier d'un intellectuel, c'est au fond d'imposer sa pensée aux autres, et donc de faire de la politique. C'est l'idée que les idées, et les siennes en particulier, vont agir sur le monde. Les idées mènent le monde, comme on dit. Ça m'a amené à me poser la question, mais les idées, elles n'ont pas de main, elles n'ont pas de bras pour nous agripper, donc comment ça se passe? Une idée qui mène le monde, et ça m'a amené, on en parlera peut-être, à la médiologie, c'est-à-dire à l'étude des conditions matérielles de l'influence, à l'étude des vecteurs et des milieux techniques. Mais en tout cas, c'est vrai que l'intellectuel n'est pas l'homme des nuées, l'intellectuel n'est pas dans une empyrée, l'intellectuel n'est pas dans le ciel des idées pures. C'est un organisateur. Un bon intellectuel est un organisateur. Il organise souvent un journal, une revue, puis un groupe, puis éventuellement une secte ou un mouvement ou un parti. Bref, un intellectuel est pour moi un homme qui a une visée sur l'ordre des choses. Ce n'est donc pas, encore une fois, comme on dit, un pur intellectuel. Il n'y a pas de pur intellectuel. D'ailleurs, un bon intellectuel est un homme impur, c'est-à-dire qui met les mains dans la pâte et qui, comme je te l'ai dit, se mêle de politique. Alors ça peut être comme conseiller du prince, ça peut être comme
initiateur d'un mouvement politique. En tout cas, il faut le prendre au sérieux, même s'il n'est pas très sérieux dans ce qu'il dit, il faut le prendre au sérieux. L'exemple d'Adolf Hitler est assez parlant, mais on pourrait en citer d'autres qui ont meilleure réputation. Je pense à Lénine, je pense à Khomeini, je pense même à Saint-Paul, en un sens. Donc, prenons l'intellectuel au sérieux, mais moi je ne me prends pas au sérieux en tant qu'intellectuel, parce que je n'ai plus envie, j'ai la capacité simplement de me donner l'illusion d'être un monsieur influent. Alors pour être un monsieur influent, il ne faut pas être lu, il faut être vu. C'est pourquoi les intellectuels se reconvertissent aujourd'hui en hommes de spectacle, en showman. Il faut être à la télé le samedi soir et échanger des noms d'oiseaux avec ses collègues pour faire impression et pour que le lundi matin on puisse parler d'eux. Mais c'est le problème, c'est qu'alors là, est-ce qu'on reste encore un intellectuel, c'est-à-dire un homme de logique, un homme de raison, un homme d'argumentation? J'en doute. On devient une vedette du showbiz. On va venir à l'image, si tu veux bien, Régis, mais je voudrais regarder encore un instant la question de la transformation du monde. Est-ce qu'on peut imaginer, moi je voudrais faire un pari, je voudrais considérer que la faillite ne l'est pas et que nous sommes dans une parenthèse dans le temps, comme nous l'avons déjà vécu durant des siècles à de nombreuses reprises, et que peut-être que nous vivons la mauvaise partie, comme disait Raymond Lévesque dans son beau texte « Quand les hommes diront d'amour », peut-être que nous aurons à transformer le monde, parce que si nos idéaux ont été éventuellement égratignés ou qui se sont éventuellement fondus dans l'histoire, peut-être aussi ce pourquoi nous les mettions en combat ne se porte pas si bien que cela. Autrement dit, je ne crois pas nécessairement, dans la faillite des idées progressistes, je ne crois pas nécessairement, à contrario, à la réussite du capitalisme. Non, mais tu as tout à fait raison. Alors, on dit souvent, mais on vit un moment de transition, enfin tous les moments sont de transition par définition. Mais le nôtre, c'est un peu celui que décrivait Gramsci quand il parlait d'un ne plus et d'un pas encore. En tout cas, moi je constate une désorientation aujourd'hui du fait que l'avenir n'oriente plus le présent, si tu veux, et qu'on est donc désorienté. Et quand on est désorienté, on se désintéresse, un peu comme le personnage de Roger Vaillant, n'est-ce pas? Parce qu'on vivait jusqu'ici dans l'attente d'un dénouement, donc on dramatisait le temps. On vivait dans une sorte de suspense jusqu'à l'arrivée pour les uns, de la dictature du prolétariat, de la société sans État, et que cela nous faisait vivre sous tension. Et puis on a comme un ressort qui se détend, parce qu'on ne sait plus trop où on va, et on ne sait surtout plus où on doit aller. C'est-à-dire on ne sait plus trop ce que nous devons attendre. Et l'attente, c'est très important. L'attente, c'est pas passif. L'attente, c'est un état de mobilisation qui faisait qu'on attend eh bien, la révolution, le socialisme. Je parle surtout pour les gens de gauche qui, comme tu sais, comme disait Clémenceau de Jaurès, mettent leur verbe au futur. Non, tu as raison, en ce sens que c'est pas tenable sur le long terme, parce que vivre dans le présent pur, dans le présentisme, comme on dit, c'est un serpent qui se mord la queue. On a tous besoin d'une perspective, d'un point de fuite, d'un point de mire qui permet de converger, qui permet aux énergies individuelles de se regrouper, de se coordonner autour d'un programme. Et aujourd'hui, je ne vois plus ce programme. C'est très heureux pour le ministre de l'Intérieur.
l'ordre, parce qu'ils n'auront plus affaire qu'à des émeutes, qu'à des colères, qu'à des jacqueries, mais ils n'auront plus devant eux des groupes structurés idéologiquement, axés sur une vision du monde, axés sur une idée de l'avenir, et donc ils n'auront plus devant eux des révolutionnaires, mais des révoltés. Les révoltés, ça peut se battre peut-être plus facilement qu'un mouvement révolutionnaire. Donc, c'est une bonne nouvelle pour la place Beauvau, comme on dit en France, c'est-à-dire les forces de l'ordre. C'est pas une bonne nouvelle pour les militants. Voilà. Mais tu as raison en ce sens que cet entre-deux n'est pas tenable, mais qu'aujourd'hui on a toujours l'habitude de dire on ne sait plus quel monde il faut faire, mais on sait en tout cas qu'il faut l'empêcher de se défaire tel qu'il est. D'accord, je suis d'accord, bon, c'est pas très dynamique, c'est assez défensif. Mais je pense que reviendront sans doute un jour, je dirais, une espérance motivée ou une vision de ce qui mérite d'être attendu. Voilà, bon. Donc c'est vrai, tu as raison, c'est une transition. Mais il faudra tout de même que les progressistes que nous sommes, je veux te rassurer, changent un peu leur programme. Nous sommes maintenant de plein pied dans l'histoire et je serai extrêmement bref puisque je relève une phrase qui n'est pas très habituelle sous ta plume, qui est presque une confidence. Qu'est-ce que l'histoire? Et tu réponds, c'est ce qui met larmes aux yeux. C'est ce qui me met les larmes aux yeux. Oui, c'est vrai qu'il y a des moments, lorsque la mort intervient, ou lorsqu'il y a quelque chose de sacré qui cristallise sous nos yeux, j'ai eu ce sentiment-là en voyant les images au Chili de l'enterrement de Neruda, du poète Pablo Neruda, qui avait été candidat, lui était un intellectuel, un poète assez rare, un poète qui salissait les mains, puisqu'il était candidat à la présidence de la République pour le Parti communiste chilien. Et là, j'ai vu cette chose assez extraordinaire que c'était juste au lendemain du coup d'État, et d'ailleurs, j'ai les larmes aux yeux quand j'y repense, j'ai vu que les militants escortaient le cercueil de Neruda, entourés de soldats à la mitraillette en chantant l'Internationale, avec des photographes. Ça peut trouver que là, on était dans l'histoire, mais ce sentiment est peut-être, je dirais, trop lié à la mort. Mais il y a sentiment de l'histoire, pas seulement quand on a l'impression d'un temps qui nous entraîne, qui est comme notre destin, qui nous fait participer à quelque chose de plus grand que nous. Je dirais qu'on est dans l'ordre de l'histoire lorsqu'il y a quelque chose de sacré. Et le sacré, c'est ce qui rassemble et c'est ce qui fait durer l'éphémère, si vous voulez. Le sacré, c'est ce qui permet aux gens de se rassembler. Et on se rassemble toujours autour de quelque chose qui nous dépasse. Autrement dit, c'est seulement ce qui nous dépasse qui nous unit, n'est-ce pas? Quelque chose qui nous dépasse. Ça peut être un grand homme, ça peut être une grande idée, ça peut être un grand projet, en tout cas quelque chose qui nous transcende et qui nous met au-delà et au-dessus de nous-mêmes, si vous voulez. Voilà. Et ça, ce sont des grands moments de ferveur collective, d'élan affectif. Je crois que l'affectif est essentiel et qu'il faut en ce sens se méfier un peu des projets ou des choses qui suscitent l'enthousiasme intellectuel, mais qui souvent débouchent sur des désastres politiques ou historiques. Donc, il faut peut-être se méfier des exercices d'intelligence, mais en tout cas, je crois qu'effectivement, il y a l'histoire quand il y a participation à quelque chose dont on sait qu'elle nous fait obligation, dont on ne sait pas trop où elle nous emmène, mais dont on sait qu'elle va nous survivre en quelque sorte, n'est-ce pas? Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a un sentiment de l'histoire qui me semble au fond plus moteur
que l'intelligence historique, autrement dit, pour moi, il n'y a pas d'histoire là où il n'y a pas de mythe, là où il n'y a pas de mythologie. Et quand une mythologie s'écroule, c'est un système qui se décompose, si tu veux. Vous allez sur Internet, enterrement de Pablo Neruda, décembre 1973, et en plus de l'international, de temps en temps, il y en a un qui crie le nom de Pablo Neruda, camarade Pablo Neruda, et toute la foule répond presente. Oui. Il y a une dimension sacrificielle, c'est certain, donc on peut dire religieuse, c'est certain, dans un engagement de ce type-là, où on est, je dirais, subordonné à quelque chose qui n'est pas quotidien, qui met en jeu notre vie et l'estime qu'on peut avoir de soi-même. Un peu comme l'enterrement de Zola où les ouvriers mineurs criaient Germinal, mais sans évidemment le risque que couraient les camarades chiliens. Un peu aussi dans le domaine du sacré, comme le discours de Malraux, 19 décembre 1964, pour l'entrée des cendres de Jean Moulin au Panthéon. Effectivement, il y a eu un frisson lyrique qui a fasciné, dont le souvenir même reste présent. Le sacré. Alors, ça c'est un point majeur chez toi. Tu veux faire une grande différence entre la religion et le sacré. Or, puisque nous sommes dans le festival des inattendus, on pourrait convenir que la recrudescence des religions était un peu inattendue dans le sens de votre histoire. Comment se fait-il que nous retrouvons non seulement le sacré tel que nous venons de l'évoquer dans un domaine laïque, mais également une religion comme acteur, finalement, comme action dans la société? Et j'ajouterais aussi, puisque sous-entendu le problème est là, dans l'esprit de chacune et de chacun, que tu t'es retrouvé bien seul avec Elisabeth Badinter pour indiquer qu'il ne faut pas avoir peur de se faire traiter d'islamophobe. Une laïcité peureuse serait désastreuse, une laïcité guerrière serait contre-productive, dis-tu. Oui, alors ce qu'on appelle le retour du religieux, à supposer que le religieux nous a jamais quittés, ce qui n'est pas sûr, il a pu se séculariser dans des idéologies messianiques séculières. Mais en tout cas, le retour du religieux, c'est lié au retour de l'archaïque. Et l'archaïque, c'est pas l'anachronique. C'est en quoi je demande aux progressistes que tu aides un peu de modifier ton programme. Parce que ce qu'on est en train de découvrir, c'est que le progrès ramène de l'archaïque. C'est-à-dire que le nouveau n'efface pas l'ancien, mais il le fait revenir. Et on oublie d'ailleurs que archaïque, on dit « Ah mais ça c'est un archaïsme », comme si c'était un vieux truc dont on peut se débarrasser. On oublie qu'en grec, arché c'est deux choses. Hein. C'est celui qui commence et celui qui commande. Arché c'est l'archonte, c'est le chef. Et arché, c'est le début. Et on est en train de constater que c'est ce qui est au début qui revient, c'est-à-dire, on était chiite avant d'être irakien, on était sunnite avant d'être jordanien, il y a eu des fidèles avant des citoyens, il y a eu des autels avant les urnes, c'est-à-dire qu'au fond, le progrès technique qui est indéniable et qui uniformise un peu les outillages et les modes de vie suscite un tel vide d'appartenance, si tu veux, un tel érasement des personnalités collectives qu'il y a comme un appel d'air, un vide, une insécurité culturelle, comme on dit, où reviennent les fondamentaux, les fondements, c'est-à-dire ce qui vous distingue des autres. Autrement dit, la mondialisation techno-économique est une balkanisation politico-culturelle, et ça, on le voit, hein, il y avait 45 États à l'ONU en 1945, il y en a 200 aujourd'hui, il y a 10 000 km de frontières qui se créent chaque année en plus. Bon.
Donc, ça c'est un truc que les progressistes, que moi-même en tant que progressiste, je n'avais pas bien compris, c'est que la postmodernité sera archaïque. C'est bizarre. C'est-à-dire qu'au fond, ce qu'on croyait dépasser, c'est ce qui nous singularise et on réinvente les traditions au fur et à mesure qu'on les perd d'un côté. Et ça, c'est un phénomène, si tu veux, que les psychiatres connaissent bien. Quand tu as une crise de la personnalité, tu oublies ce que tu as fait hier, mais tu te souviens de ce que tu as fait il y a 50 ans. Ou comme les géologues connaissent bien, quand les couches sédimentaires superficielles sont effritées, ou qu'il y a une tempête, un séisme, c'est le socle granitique qui remonte. Et aujourd'hui, on assiste à ce phénomène que nous, en médiologie, on appelle l'effet de jogging, c'est-à-dire qu'en 1930, il y avait un type qui a dit à force d'aller dans des petites voitures, les citadins n'auront plus de membre inférieur, d'accord? Ce seront des hommes troncs. Et bien, depuis qu'ils ne marchent plus, ils courent, ils font du jogging. Et le mollet est beaucoup plus musclé aujourd'hui qu'hier. Donc, ça veut dire, si tu veux, que un pas en avant, 2 pas en arrière. Enfin, il y a ce phénomène-là, très inattendu, parce que nous, on pensait que, eh bien, après le capitalisme, il y aurait le socialisme, et puis on découvre le féodalisme. On découvre que des pays qui étaient laïques, rigoureusement laïques, comme l'Égypte de Nasser, comme l'Israël de Ben-Gurion, comme l'Inde de Nehru, redeviennent, pour l'Égypte musulmane, pour l'Inde hindouiste, et pour Israël juif orthodoxe. Autrement dit, là où il y avait des démocraties laïques, on retrouve des théocraties. Ça, c'était pas prévu. C'était pas prévu. Et il faut faire face à ça. Alors, je suis bien d'accord que c'est une raison de plus pour s'accrocher à la laïcité, c'est-à-dire à la séparation stricte de la puissance publique et des opinions privées, c'est-à-dire essayer de privatiser les convictions religieuses, ce qui n'est pas simple. Parce que le propre d'une conviction, c'est qu'on en témoigne, c'est qu'on la manifeste dans la rue, etc. En tout cas, je crois que là, on est devant un phénomène majeur qui est un peu la caractéristique de notre temps. Il y avait un islamologue chez nous formidable, qui s'appelait Jacques Berck, et spécialiste du monde arabo-musulman, qui est mort aujourd'hui, et qui disait, mais la caractéristique de notre temps, c'est l'ogive dialectique de notre temps. C'est une jolie image. Une ogive, c'est la rencontre d'un mouvement de mondialisation, c'est-à-dire dans le domaine technique et scientifique, et d'un mouvement de dissociation, de séparatisme par le retour des particularités culturelles. Voilà, et cette rencontre-là, elle est très problématique, elle est très casse-gueule. Voilà ce que je demande à Jean-Paul Maras d'affronter. La modernité et archaïsme, à ceux qui parfois se croient plus malins ou qui inventent l'eau chaude en étant plus extrémistes, moi j'aime bien dire que ce qui est nouveau n'est pas nécessairement novateur et ce qui est ancien n'est pas nécessairement archaïque. En ce sens, je rejoins un peu la pensée de Verdi que tu as l'habitude aussi de disséminer dans certains propos. Mais il n'empêche que dans le contexte de la politique d'aujourd'hui, il y a un domaine que tu n'as pas encore, me semble-t-il, beaucoup exploré, qu'il faudra un jour quand même souligner. Ce sont les démocraties qui n'en sont peut-être plus et que l'on appelle par un gros de néologisme démocrature. Est-ce que la démocratie existe chez M. Erdogan? Est-ce qu'elle existe chez M. Poutine? Est-ce qu'elle existe chez M. Xi Jinping? Et il y en aura peut-être d'autres, comme il y en a d'ailleurs en Afrique, à force de modifier la Constitution pour permettre éventuellement de nouveaux pouvoirs de s'installer, dont rien n'est plus significatif que ce qui est représenté par l'ancien
Est-ce que tu aurais un mot là éventuellement à évoquer sur cette notion de démocrature? En tout cas, j'ai un mot à évoquer dans le mot même de démocratie, démos. Démocratie, gouvernement du peuple, pour le peuple, par le peuple. On est tous d'accord, on est tous pour. Problème, il y a deux peuples, il y a deux acceptions du mot peuple. Il y a le peuple comme ethnos et le peuple comme démos, c'est-à-dire, je m'excuse de faire un peu le quiz, mais démocratie, qu'est-ce que c'est que le démos? En gros, c'est les pauvres, la majorité, les gens du commun, c'est ce qui s'oppose à l'aristocratie ou à la plutocratie. La démocratie, c'est donc, pour aller vite, le règne des masses. Mais le problème, c'est qu'il y a un autre sens du mot démocratie, c'est l'ethnos, c'est-à-dire le peuple. Qu'est-ce que c'est qu'un peuple? Un peuple, c'est une singularité collective qui a sa langue, qui a sa façon d'être, ses traditions, qui est une psychologie collective, une histoire, et donc qui est une souveraineté, qui réclame une souveraineté. Alors il se trouve, c'est vrai que la gauche s'occupe plus du démos et la droite de l'ethnos, c'est-à-dire que la gauche porte-parole des exploités, des dominés, et donc grand mouvement démocratique. Mais oui, mais il y a aussi l'ethnos, c'est-à-dire le fait que les Français parlent une langue qui va en point, qui est de plus en plus remplacée par le globish ou un mauvais anglais, autrement dit, qui est mondialisé. Et comme la mondialisation est économique, et comme la langue de l'économie c'est l'anglais, les Français se mettent à parler anglais. Alors tout d'un coup, il y a des gens qui disent, mais attendez, mais il faudra peut-être le défendre, il faudra peut-être la défendre, cette langue française. Voilà. Donc, vous avez parfois un déficit du côté ethnos que viennent remplir ce qu'on peut appeler des hommes forts, parfois des dictateurs, en tout cas des hommes qui symbolisent la fierté d'un peuple, qui en a assez de se faire marcher sur les pieds. C'est une dimension qu'il faut prendre en compte pour les Russes et pour les Turcs, bon, mais pour beaucoup d'autres aussi. Et ils le font généralement au détriment des libertés. Donc, comment concilier le démos et l'ethnos, empêcher que chacun ne dérive le démos en démagogie et l'ethnos en tribalisme, en tribu, ça c'est le grand problème. Enfin, si tu laisses la question nationale de côté, c'est-à-dire la question de la fierté collective, la question de l'appartenance, tout démocrate que tu es, tu peux aller dans le mur. Mais les autres aussi peuvent aller dans le mur, hein, c'est-à-dire de mettre les opposants en prison ou tout un pays sous un carcan ou un boisseau. Mais quand on va en Turquie, c'est peut-être malheureux, j'y suis allé dernièrement, tu découvres qu'Erdogan est très majoritaire. Hein, parce que les Turcs ont tout d'un coup le sentiment que qu'on ne va plus leur marcher sur les pieds. Voilà. Bon, même chose chez Poutine, bien entendu. Donc voilà, tout ça, c'est un peu problématique. C'est problématique, mais c'est le problème du moment, si tu veux. Et moi, je n'ai pas de réponse toute faite, mais j'essaye de, comment dirais-je, de rendre compatible l'affirmation d'un nous, d'un côté, NUS, hein, c'est-à-dire je ne suis pas comme vous, j'appartiens à un nous qui n'est pas le vôtre, je ne suis pas un on, nous sommes, nous, wallons ou flamands, bon, français ou espagnol, mais aussi, par ailleurs, veiller à ce que les minorités soient respectées et que la liberté de conscience aussi, c'est difficile. On va venir, si tu veux bien, à l'image, mais avant de quitter définitivement la politique, je voudrais évoquer aussi Madame H, qui est un petit livre paru en 2015 et qui, en quelque sorte, d'après moi en tout cas, vient juste en introduction, peut-être, ou en prélude à Bilan de faillite,
tant ils se complètent tellement bien. Et j'aime une phrase dans Madame H que j'ai repérée et que les commentateurs n'ont pas nécessairement reprise dans les nombreux articles que le livre a suscité. Régis Debray ne croit plus en la politique, mais il dit « Comment rester fidèle à sa jeunesse dans un monde où un dîner intéressant est celui où on ne parle pas de politique ?» Ça c'est un fait. C'est un fait que dans un dîner intéressant, on parle plutôt de religion que de politique. On peut le déplorer, mais c'est comme ça. La trompette sous-titre, c'est pour innover. Transmettre, mais pour innover. Là, nous sommes dans la civilisation de l'image, c'est-à-dire celle qui succède à l'écrit et celle qui s'impose à nous, comme il l'a déjà évoqué à plus d'une reprise, en ironisant de temps en temps sur l'activité politique ou l'activité des politiciens d'aujourd'hui. Je n'ai pas le sentiment, personnellement, que l'image va triompher de la société. Elle va, à mon avis, lasser beaucoup plus vite que l'écrit. Mais là encore, je me fais peut-être beaucoup d'illusions. Oui, c'est pour l'image, surtout qu'il faudrait nuancer, en tout cas déniveler. Il y a eu une révolution dans l'image, c'est la photographie tout simplement. Ça se passe vers 1823. Et tout d'un coup, sur une plaque photosensible, sans l'intervention d'une main d'homme, on voit se déposer l'image d'un mur par une fenêtre. Ça, pour moi, c'est la grande cassure, c'est la grande coupure. Parce que jusqu'à présent, l'image était ressemblante, c'est-à-dire c'était une icône, et tout d'un coup, elle devient une trace. Une trace comme la fumée d'un feu ou empreinte de pas dans la neige, c'est-à-dire que la trace devient une partie de la chose même, nous met en contact avec la chose même. La photo de ma mère, c'est pas une représentation de ma mère, c'est la présence de ma mère. Une présence fantomatique, en tout cas, elle m'est émotionnellement suggérée, même imposée. Autrement dit, ça, c'est la fin de ce qu'on peut appeler le monde symbolique. Le monde symbolique, c'est un monde où c'est un monde de théâtre, où il y a la scène et la salle. Et puis il y a une rampe entre les deux, et tout d'un coup, il n'y a plus de rampe, et il faut rentrer dans l'image, et il faut rentrer, je dirais, non plus dans le spectacle, mais dans une expérience. La société des spectacles, c'est une blague, hein. Ça existait sous Louis XIV. Aujourd'hui, nous sommes dans la société du contact, avec des bisous, des papouilles et des câlins tout le temps, y compris dans le bureau ovale, où vous avez vu comment M. Trump époussette le président de la République, le prend par la nuque, enfin bon, aujourd'hui, contact. Il faut d'abord le contact, donc proximité, gage d'authenticité. Donc on n'est plus du tout dans la société du spectacle. Où la carte n'est pas le territoire maintenant, il faut qu'on soit dans le territoire même. Donc je dirais que c'est la fin d'un art symbolique. Donc c'est vrai, je trouve que cette image, ça change tout, parce que aujourd'hui, par exemple, quand vous visitez une exposition de peinture, les organisateurs de l'exposition veulent vous faire vivre une expérience. Une performance, une expérience. Il faut que ça vous touche dans votre corps. Il faut que ce soit une aventure. Il faut que vous soyez immergé. Immergé dans les nymphéas de Monet, par exemple. On plonge dans l'eau, immergé dans une atmosphère à la fois visuelle et sonore, constituée par toutes sortes de moyens techniques. Donc il ne faut plus être devant, il faut être dans. Ça, c'est tout de même quelque chose de fondamental et qui fait qu'aujourd'hui, le mot de proximité, le mot d'expérience personnelle, on peut dire que la véracité remplace la vérité, c'est-à-dire le ton, l'authenticité d'un ton. Là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui a changé dans la politique elle-même, n'est-ce pas? Quand vous voyez les disques jockeys sur le tableau, sur le escalier d'honneur de l'Élysée, avec des barésilles, c'est tout de même autre chose, je dirais, que la visite de Paul Valéry au général de Gaulle. C'est-à-dire, c'est une façon de s'immerger dans un bain sensoriel et de bien montrer que le président est jeune, le président expérimente les nouvelles sonorités, bref, qu'il est dans le coup. Bon.
Et ça, à mon sens, c'est quelque chose qui, vraiment, qui est un changement culturel très, très profond et qui fait d'ailleurs la primauté du son et de l'image. C'est vrai que dans le son, on est immergé. Et c'est donc une expérience, on peut dire, une expérience sensorielle. Aujourd'hui, la primauté du son sur le mot me semble une chose acquise. Et on parle trop de 68 et pas assez de Woodstock, parce que je crois que c'est aux États-Unis, dans la révolution musicale, dans la pop musique, dans Bob Dylan ou John Baez ou Janis Joplin, que c'est passé un changement de rythme, c'est passé une sorte de saut comme ça, civilisationnel. Bon. Donc, c'est possible que le mot revienne, parce que il faut que le mot revienne pour que l'idée générale revienne, parce que le propre de l'image photographique, qui est celle d'aujourd'hui, si vous comparez la une du Monde de 1950 et la une du Monde de 2018, vous verrez que la une du Monde de 1950, il n'y a pas une image, il n'y a pas un dessin, il n'y a que du texte, que du gris, comme on dit. La une du Monde d'aujourd'hui, c'est 3 quarts image, 1 quart texte. Ou 2 tiers, 1 tiers. Bon, ça, c'est donc le panier qui a aujourd'hui un nouveau système de persuasion qui passe par l'audiovisuel et par les imitations que fait la presse écrite de l'audiovisuel. Donc là, il y a quelque chose à la fois de bouleversant et de limitatif, parce que il n'y a d'image que d'individus, si vous voulez. C'est ça le problème. Vous ne pouvez pas prendre une photo de la Belgique, vous pouvez prendre une photo d'un Belge. Vous ne pouvez pas prendre une photo de la classe ouvrière, vous pouvez prendre une photo d'un ouvrier. Vous ne pouvez pas prendre une photo du christianisme et d'un chrétien. C'est-à-dire qu'on a une sorte d'évaluation des groupes symboliques, des ensembles au bénéfice de la personnalité. La personnalisation de tout aujourd'hui, n'est-ce pas? Autrement dit, j'ai presque envie de dire, ce qui n'est pas photographiable n'existe pas. D'accord. Bon. Et une des raisons, je crois, du déclin du socialisme, c'est le déclin de la typographie, c'est-à-dire que vous pouvez analyser, parler, écrire sur la classe ouvrière, mais vous ne pouvez pas photographier la classe ouvrière, donc on en parle. Ça, c'est tout de même, tu peux pas nier que c'est quelque chose, c'est une sorte de, je dirais, de transfert, je dirais, d'un nouveau système de vérité, tu vois. Il n'y a plus de vérité qu'incarnée, individualisée, avec un régime de singularité, et que tout ce qui était de l'ordre des grands concepts d'analyse, des grandes catégories d'analyse tendent à disparaître. C'est un peu, je dirais, la matrice de notre individualisme, si tu veux, et le malheur de ce qu'on appelle collectivisme. Bon, ça me semble un truc, alors effectivement, c'est un truc auquel les médiologues croient beaucoup, parce que les médiologues, c'est un peu, ils font de l'écologie, si tu veux, de la culture, pas de la nature, c'est-à-dire qu'ils essayent d'identifier les milieux techniques, ils essayent d'identifier les interactions entre la technique et la culture. Et donc, qu'est-ce que les outils font à ceux qui les inventent, tu vois? Et ben, mon vieux, la télévision, ça a drôlement changé tout de même les règles du jeu, quoi, comme la photographie, si tu veux. Donc, je trouve que c'est étudier les interactions entre les ruptures techniques et les traditions culturelles, c'est un peu notre boulot en médiologie. Alors, évidemment, ça paraît un peu trop philosophique, un peu trop intellectuel aux uns et un peu trop technique et bas de plafond pour les autres. Enfin, c'est dans cet entre-deux qu'on essaye de se mouvoir. Qui croit, effectivement, c'est notre dernier numéro. Le problème, c'est qu'on se demande aujourd'hui, effectivement, qui croit. Dans le monde diplôme, d'ailleurs, ils ont tiré un extrait de ça. Bon, je m'égare un peu,
mais tu vas me remettre dans le droit chemin. Non, je voulais dire que peut-être, sans lancer éventuellement un cocorico belgo-belge, et en particulier wallon-belge, nous avons un avantage ici, nous avons connu un avantage très tôt en Belgique, dans cette région-ci, sur l'évolution de l'image, grâce au surréalisme, qui, comme tu le sais, a une importance cruciale dans notre région, et en particulier avec René Magritte, natif de Lessines, une commune fort fréquentée pour le moment par notre ami Serge Eustache, le président du festival. Et tout le monde sait que maintenant le tableau Ceci n'est pas une pipe, 1929 n'est pas une facétie socialiste, pardon, surréaliste. Quel beau lapsus. Mais vous pouvez continuer à applaudir aux socialistes. En tout cas, tu es le premier socialiste que je connaisse qui est aussi surréaliste. Voilà. C'est très rare. Mais bien entendu, c'est la représentation de la pipe. Donc si c'était une pipe, on pourrait la fumer. Ce n'est pas une pipe, donc ceci n'est pas une pipe. Un autre tableau qui illustre d'ailleurs la démarche de la trahison des images, comme disait René Magritte, c'est la clairvoyance. C'est un autoportrait de Magritte au chevalet. Il est en train de peindre un oiseau qui prend son envol et son modèle est sur la table à côté. Et son modèle, c'est un œuf. Comment le médiologue peut analyser cette clairvoyance dite par Magritte? Non, mais comme je parle de mon spécialiste de Magritte, je suis un peu embarrassé là. C'était l'impression de passer mon oral de bac et je cherche la bonne réponse. Mais d'abord, je dirais que Magritte, c'est important parce qu'il nous fait, il développe chez nous une réflexion sur ce que c'est que l'image. D'abord, ne pas se laisser attraper par l'image en nous montrant que la représentation est une chose et la chose en est une autre. Donc, à décoller un peu la carte du territoire. Mais ça peut nous, je dirais, donner une méfiance un peu ironique devant l'effet image, l'effet réalité image. Mais je dirais que les choses ont évolué depuis. D'abord, je constate que, comme souvent, la contre-culture devient la culture officielle, c'est-à-dire que Magritte est devenu un argument publicitaire et que les toiles de Magritte sont aujourd'hui des éléments de marketing repris ici et là. Et puis je dirais que après Magritte, il y a eu le collage, c'est-à-dire le bout de mégot, le bout de ticket de métro sur une toile pour bien montrer que le réel est présent dans l'image et que l'image s'articule sur le réel directement. Mais j'ai l'impression que j'aurai 9 sur 20 et je me promets de réfléchir à Magritte tout en saluant le fait non seulement d'un homme à la fois socialiste et cultivé comme notre ami Jean-Paul et qui connaît magnifiquement bien la terre du surréalisme que fut la Belgique de façon inattendue. Et pourtant... Et comme nous sommes dans le festival des inattendus, parlons-en. Cher maître, si vous aviez bien étudié, vous savez, Magritte, Marx, dans le dictionnaire, c'est assez proche, hein, finalement. Oui, c'est vrai. Alors, cher Régis, merci. Je voudrais te faire une confidence pour terminer. La dernière fois que, dans mes occupations de visite de l'histoire qui me passionnent quotidiennement, la dernière fois que j'ai pensé à toi, figure-toi, c'était en pensant et en voyant l'évolution de François Ier. C'était pas ça. Alors, rien de toi ne m'étonne. Je t'explique. Alors, mesdames et messieurs, François Ier est né en 1494 et il a accédé au pouvoir par les facéties de la monarchie nous réserve parfois, très jeune,
à 20 ans. Il gagne en pleine vigueur la victoire de Marignan en 1515, et il n'a donc que 21 ans, et sur sa lancée, il continue. Il se retrouve 4 ans plus tard à Pavie, et là il est battu. Il est battu par notre empereur. Parce que nous avons aussi un empereur. Oui, mais il n'était pas belge. Et nous avons même un boulevard. C'est là que se trouve le siège du Parti Socialiste, le boulevard de l'empereur. Et c'est là aussi que se trouve la bibliothèque royale. Ce n'est d'ailleurs pas une bibliothèque qui est héritée de nos souverains, mais c'est une bibliothèque, c'est la bibliothèque des Ducs de Bourgogne. Ça, c'est l'histoire de la Belgique, toute bouillonnante et émouvante aussi en elle-même. Et donc, Charles Quint bat François Ier à Pavie, et Charles Quint est très sévère avec François Ier. Il l'emmène à Madrid et il le laisse quasiment détenu, comme un vulgaire détenu. Finalement, l'autre dit, mais enfin, je suis quand même le roi de France, est-ce que je peux au moins écrire à ma maman? Et il finit par écrire à Louise de Savoie. On ne sait pas tout ça. Pourquoi? Le médiologue devrait y réfléchir également. Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui de François Ier? On retient Chambord et Léonard de Vinci. Mais on sait aussi qu'il a une phrase assez typique, elle est extraite justement de la lettre qu'il a adressée à Louise de Savoie, sa maman, dans laquelle il dit « Tout est perdu, fort l'honneur ». Alors je voudrais demander à Régis Debray, est-ce qu'on considère dans la suite du bilan de faillite que peut-être tout est perdu, fort l'humour? Bon, alors deux choses. D'abord, un petit coup de chapeau à François Ier. Pour deux raisons, me semble-t-il. La première, c'est qu'il s'est allié avec le Grand Turc. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est pour un souverain très chrétien de s'allier avec un musulman très musulman? Ce serait aujourd'hui impossible. Ce serait aujourd'hui impossible parce que l'opinion, le consensus, les sondages hurleraient devant un tel retournement d'alliance. Pour battre le Habsbourg, s'allier avec l'Ottoman, ça veut dire que le pouvoir politique est très indépendant de l'opinion intérieure. Et le propre de la démocratie, comme disait Tocqueville, c'est que les affaires du dehors dépendent des affaires du dedans. Lui, il était tellement indépendant du dedans qu'il a fait cette sorte de saut incroyable vers l'Orient, disons, selon la thèse que l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi. Donc ça, chapeau. Deuxième point, si tu me permets cet éloge improvisé de François Ier, que je connais moins bien que toi, c'est qu'il était transfrontalier, notre camarade François Ier, c'est-à-dire qu'il n'avait pas une identité fermée et qu'il a été en Italie comme il était chez lui, et donc il a amené Léonard de Vinci et quelques autres en France. Autrement dit, ce n'était pas strictement ce qu'on appelle un identitaire. Il avait le sens des personnalités feuilletées, le sens du métissage, disons, en tout cas le sens de l'hospitalité. Alors maintenant, oui, tout est perdu, fort l'honneur. C'est-à-dire, au fond, oui, une vie réussie, comme on dit, c'est une vie qui a accompli ou réalisé les vœux de son adolescence. Alors, je n'ai pas réussi à cet accomplissement, mais je garde les vœux tout de même, c'est-à-dire le vœu est de réussir à marier, disons, une fierté collective avec le sens de la liberté, c'est-à-dire de marier justice sociale et goût de l'indépendance d'esprit comme de toutes les autres. Alors ça me semble un vœu difficile, mais en tout cas permanent, et je crois être fidèle à cette voie-là, c'est-à-dire à cette exigence,
tout en sachant qu'elle est asymptotique, mais comme disait l'autre, il n'est pas nécessaire d'espérer pour en tout prendre, et j'essaye de faire comme toi, c'est-à-dire de marier, comme disait l'autre, le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. On sait que c'est une formule un peu facile, on nous la resserre souvent. Je note qu'elle n'est pas de Gramsci, mais elle est de Romain Rolland. Mais Gramsci, en prison, lisait Romain Rolland, c'était lui aussi un homme transfrontalier, hein, qui était européen déjà. En tout cas, voilà, il est difficile. Là, je ne sais plus quel poète, je crois que c'est Roverdi qui disait ouvrir les yeux, c'est voir beaucoup de choses sombres. C'est-à-dire qu'en fait, regarder le monde tel qu'il est, c'est voir des choses assez sombres. Donc, généralement, on ferme les yeux pour voir de la lumière. C'est-à-dire qu'on se met à prier pour retrouver, je dirais, une clarté, une étoile, une lumière au bout du chemin, là. Alors, tout le pari, c'est de garder les yeux ouverts, c'est-à-dire de voir des choses sombres sans rentrer chez soi et sans se mettre au lit. Voilà, c'est le vœu que je peux faire et je suis content, mon cher Jean-Paul, que tu le fasses réalité en mariant lucidité et espérance. Voilà.